Bienvenue sur la web radio de l'Infectio. Ce podcast vous est proposé par les enseignants de maladies infectieuses et tropicales des universités de Saint-Étienne et Lyon. Il est destiné aux étudiants de deuxième cycle des études médicales et il a reçu le soutien de l'université Jean Monnet. Bonjour, je m'appelle Florence Adair et je suis enseignante en infectiologie à la faculté de médecine de Lyon. Aujourd'hui, nous allons aborder l'item 154 de la pneumonie aiguë communautaire ou PAC de l'adulte. Nous allons commencer par la mise en place de quelques points de compréhension, puis il y aura un mini-segment dédié à chaque PAC pour en extraire les points importants. D'abord, quelques rappels utiles pour l'item. Le poumon représente une surface très importante d'exposition avec l'extérieur, puisque si l'on déplisse le système bronchique et les alvéoles, on atteint une surface d'au moins 90 mètres carrés. C'est une interface air-liquide, dont la fonction principale est l'échange de gaz, O2 contre CO2. On pourrait aussi la qualifier d'éponge de sang, puisque l'intégralité de la masse sanguine transite par sa microcirculation pour effectuer ces échanges. La microcirculation pulmonaire sera donc le vecteur de transport des anti-infectieux au parenchyme. Enfin, c'est une surface muqueuse en cul-de-sac qui est habitée par un microbiote spécifique, tapissée par un film surfactant protecteur et très finement régulée du point de vue immunologique, avec une immunité muqueuse constituée d'anticorps neutralisants et de peptides antimicrobiens à la surface de l'épithélium, et avec une cinquantaine de macrophages résidents et quelques polynucléaires par alvéole, avec une capacité d'afflux très rapide de tous les effecteurs moléculaires et cellulaires de l'immunité par mécanisme d'extravasation vasculaire. De cela, on peut déduire que, premièrement, l'inflammation causée par l'infection sera responsable de signes fonctionnels cliniquement bruyants. Deuxièmement, toute alvéolite inflammatoire étendue va compromettre la fonction d'échange gazeux et peut induire une défaillance respiratoire dont le marqueur biologique est l'hypoxie. Cette hypoxie peut être évaluée par la mesure de la saturation artérielle en oxygène de l'hémoglobine grâce à un saturomètre placé au niveau d'une extrémité digitale. Enfin, l'hypoxie, quand elle est profonde, aura un retentissement hémodynamique qui sera mis en évidence par l'oxymètre de pouls combiné au saturomètre et à la prise régulière de la tension artérielle. Du point de vue épidémiologique, la PAC est une infection du sujet âgé, avec un pic d'incidence qui ne cesse d'augmenter au-delà de 65 ans. Le diagnostic de PAC se construit sur 4 piliers: la clinique, l'imagerie, l'analyse du terrain et la démarche microbiologique. La clinique repose sur les signes fonctionnels respiratoires d'une part, c'est-à-dire la dyspnée, mesurée par la fréquence respiratoire, la toux, l'expectoration, généralement purulente, la douleur thoracique. Les signes physiques thoraciques auscultatoires d'autre part, soit l'audition d'un foyer de crépitant à l'inspiration, créé par le contact du volume d'air entrant avec le liquide d'alvéolite. L'examen clinique doit également inventorier tout autre signe de gravité, hémodynamique ou neurologique, ou de mauvaise tolérance tels que la cyanose, le tirage par la mise en jeu des muscles respiratoires accessoires et des marbrures périphériques. Pour l'imagerie, une radiographie thoracique est requise pour poser un diagnostic visuel d'atteinte parenchymateuse en caractérisant une atteinte du compartiment alvéolaire ou du compartiment interstitiel. Dans le cadre de la prise en charge ambulatoire d'une PAC, c'est le seul examen diagnostique recommandé. La triade C-D-E résume les indications du scanner thoracique dans la PAC. C pour recherche d'une complication, abcès, empième pleural, corps étranger. D pour étayer un diagnostic différentiel. E pour mettre en évidence une embolie pulmonaire par angio-TDM. Dans la PAC, l'analyse du terrain est absolument essentielle, car elle détermine la logique de gestion médicale du patient. Elle s'articule autour de 3 niveaux d'évaluation. Premièrement, le statut global du patient, qui prend en compte certains critères tels que la saisonnalité, est-on en période de circulation épidémique virale respiratoire exposant à la grippe, au coronavirus, au VRS. On prendra aussi en compte l'âge physiologique, la consommation de tabac et ou d'alcool, la notion d'institutionnalisation ou la notion d'isolement social ou une condition socio-économique précaire ou une perte d'autonomie.
Deuxièmement, il faut lister une ou des comorbidités et ou identifier une immunodépression, qui seront des facteurs de risque de complications et de mortalité. Troisièmement, il faut consigner votre évaluation clinique à l'instant T et sur votre temps de prise en charge du patient, évaluer la dynamique évolutive des signes cliniques à T+1. Surtout, si au moins un signe clinique de gravité est présent d'emblée. Une fois le diagnostic de PAC posé, vous pouvez vous aider du score simplifié qui est le CRB65, comprenant la confusion, une fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles minutes, une tension artérielle inférieure à 90 ou inférieure ou égale à 60 mm de mercure, respectivement pour la systolique et la diastolique, afin de prendre votre décision en ce qui concerne l'orientation du patient. Au total, la compilation de toutes ces données va vous permettre de décider entre une gestion ambulatoire ou d'opter vers une admission en secteur hospitalier. Et dans ce cas, de statuer vers quel secteur, hospitalisation en secteur conventionnel ou en médecine intensive réanimation. Enfin, le quatrième pilier de diagnostic est la démarche microbiologique, et elle ne ciblera que les patients hospitalisés. Elle est stratifiée selon le secteur d'admission, mais elle comportera toujours en base le combo hémoculture, examen cytobactériologique, des crachats. En secteur conventionnel, en plus du combo, on pourra procéder à un écouvillonnage nasopharyngé pour recherche par PCR de la grippe ou du SARS-CoV-2 en période épidémique, plus ou moins une antigénurie légionnelle sur point d'appel épidémio-clinique. En secteur de soins intensifs réanimation, outre le fameux combo, on procédera à un écouvillonnage nasopharyngé pour la recherche des virus respiratoires saisonniers et on récoltera le duo d'antigénurie légionnelle et pneumocoque. Si le patient est intubé, l'investigation microbiologique sera conduite sur aspiration endobronchique. Une mention particulière est à retenir pour les patients immunodéprimés, où il faudra évaluer la faisabilité d'une fibroscopie endobronchique et élargir le panel de recherche microbiologique incluant pneumocystis jirovecii et, en fonction du contexte, d'autres pathogènes bactériens ou fongiques opportunistes. Pour clôturer ce tour d'horizon diagnostique de la PAC, un message important est que devant une PAC avec signes cliniques de gravité et une inflammation biologique élevée, il faut évoquer une pneumonie à pneumocoque ou à légionnelle. Cette dernière considération nous amène logiquement à aborder le traitement probabiliste de la PAC. En effet, au moment de la première prise en charge, le diagnostic étiologique n'est que suspecté et la confirmation microbiologique ne sera acquise qu'ultérieurement et encore dans moins de 50% des cas. Le traitement probabiliste est donc un pari raisonné, fondé sur la fréquence épidémiologique incluant systématiquement le pneumocoque dans l'équation, le terrain dont on a évoqué comment l'analyser et l'intensité clinique graduée par les signes cliniques de gravité. Les deux agents étiologiques responsables de PAC grave ont un profil antibiotique dissocié. Le pneumocoque est sensible aux bêta-lactamines, alors que la légionnelle y est naturellement résistante et sera sensible aux familles des macrolides et des fluoroquinolones. En synthèse, pour la PAC gérée en ambulatoire, 5 notions clés. Par définition, absence de signes cliniques de gravité à la première prise en charge. La radiographie thoracique est le seul examen paraclinique requis. Le premier choix antibiotique cible le pneumocoque par l'amoxicilline. La réévaluation clinique est obligatoire dans un délai de 48 à 72 heures. Et en cas d'échec clinique patent à cette échéance de révision, on remplacera l'amoxicilline par un macrolide actif sur les bactéries intracellulaires. Pour la PAC non grave hospitalisée, on appliquera une stratégie dépendant du niveau de suspicion étiologique du pneumocoque. S'il est fortement suspecté ou documenté, on prescrira une bêta-lactamine qui sera simplement l'amoxicilline si le sujet est jeune et sans comorbidité, ou la combinaison amoxicillide acide clavulanique ou une céphalosporine de 3e génération si le sujet est âgé avec comorbidité. En cas d'absence d'orientation étiologique formelle, si l'amélioration clinique n'est pas franche
à 48 heures, on y associera un macrolide, quel que soit le statut et l'âge. Pour la PAC grave, en médecine intensive, conformément à l'assertion que les 2 étiologies dominantes de PAC grave sont pneumocoque et légionnelle, on prescrira d'emblée une combinaison parentérale associant une céphalosporine de 3e génération et un macrolide. Une mention particulière doit être signalée pour les patients atteints de maladies pulmonaires chroniques, bronchiectasie, BPCO notamment, où une prescription semi-probabiliste peut être guidée par la connaissance d'une colonisation bronchique chronique préalable, en particulier à Pseudomonas aeruginosa, nécessitant dans ce cas-là de prescrire une bêta-lactamine antipyocianique. Voilà pour cette première partie. On enchaîne avec des vignettes sonores résumant les caractéristiques principales de chaque PAC. À tout de suite. Ce podcast est un complément à l'ouvrage de référence du Collège des enseignants de maladies infectieuses et tropicales, le PI étudiant.